Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de nous avoir rejoints nombreux pour cette 41e édition de nos séminaires Lunch and Learn, de la chaire philanthropie de l'ESSEC. Édition en ligne, comme vous en avez l'habitude désormais. On a beaucoup de chance aujourd'hui puisqu'on va aborder un sujet qui est passionnant, qui est surprenant, qui peut-être pour certains est clivant, un sujet qu'on a appelé les héritiers rebelles quand les philanthropes s'engagent pour la justice sociale. Et donc on aura l'occasion d'entendre deux invités qui ont réfléchi sur ces questions, qui sont eux-mêmes actifs, engagés sur ces questions. Avant de vous présenter le cœur de notre sujet, de laisser ma collègue Anne Monnier présenter les intervenants, je voulais simplement vous rappeler quelques règles pour la bonne conduite de notre séminaire. Alors, s'il vous plaît, si vous le pouvez, allumer vos caméras, qu'on puisse vous voir tous et toutes. Les micros sont par défaut désactivés pour éviter la cacophonie. Voilà, si ce n'est pas déjà fait, désactivez votre micro. Évidemment, vous aurez l'occasion de vous exprimer puisqu'on a prévu des temps de questions-réponses avec nos intervenants. Anne-Claire l'a dit, Zoom vous permet de vous renommer facilement avec un simple clic droit sur votre nom. Donc, n'hésitez pas à afficher votre nom et celui de votre organisation si vous voulez, qu'on puisse un peu savoir qui est qui. Pour les questions, c'est assez simple. Deux façons de vous exprimer. Vous pouvez utiliser la fonction conversation de groupe, donc le chat. Certains d'entre vous sont déjà actifs, on a un œil dessus. Donc, on peut prendre les questions au fil de l'eau sur le chat. On les posera peut-être juste après chaque intervention. Vous pourrez aussi lever la main. Il y a une fonction lever la main que vous trouvez facilement si vous affichez les participants, vous pouvez normalement trouver la fonction lever la main. Voilà, c'est indiqué sur la slide. Le séminaire est enregistré. Ça veut dire que vous pourrez le réécouter et on a un live tweet. Donc, si vous voulez partager des citations, vos impressions sur le séminaire, n'hésitez pas à utiliser le hashtag SharePhiLL comme Lunch and Learn. Voilà. Voilà en quelques secondes les rappels de nos règles. J'espère qu'on aura un temps d'échange fructueux sur notre sujet. Comme je le disais, c'est un thème vraiment très intéressant. Je vais laisser ma collègue Anne Monnier, donc, qui est chercheuse à la chaire philanthropie de l'ESSEC, vous présenter le thème et nos deux invités. Anne, c'est à toi. Oui, merci beaucoup Arthur. Bonjour à tous. Donc, le sujet du jour aujourd'hui, c'est les héritiers rebelles, qui est en fait un terme qui renvoie à un article de Sylvain Lefebvre, qui est paru dans une revue de sciences politiques, Politics. Et en fait, dans le contexte actuel, où les inégalités augmentent tant en France que dans le monde, il y a un courant alternatif et minoritaire du champ philanthropique qui prend vraiment de l'ampleur, notamment en Amérique du Nord. C'est celui de ce qu'on appelle la philanthropie du changement social. Donc, de quoi s'agit-il? C'est en fait certains philanthropes qui souhaitent renoncer à la reproduction de leur fortune, d'abord en appelant à payer plus d'impôts, mais aussi en reconnaissant et utilisant leurs privilèges pour transformer la philanthropie en profondeur et atteindre une plus grande justice sociale. Donc, leurs fondations remettent en cause les rapports de pouvoir propres à la philanthropie traditionnelle, en se rapprochant notamment des récipiendaires et des professionnels de terrain qui deviennent co-décideurs et acteurs du changement. Donc, cette approche alternative de la philanthropie s'inscrit en fait dans une mobilisation beaucoup plus large de nouvelles générations d'héritiers fortunés contre leur propre classe sociale et pour plus d'égalité, à l'image de mouvements tels que Research Generation ou Patriotic Millionaires. Et donc, on va se poser plusieurs questions, notamment qui sont ces héritiers rebelles, quelle forme prend leur mobilisation et comment ce courant philanthropique, encore méconnu notamment en France, nous invite-t-il à changer de regard sur le rôle de la philanthropie. Donc, pour évoquer ce sujet passionnant, on a le plaisir d'accueillir deux intervenants, Sylvain Lefebvre et Sylvie Trottier. Donc, je vais les présenter rapidement. Sylvain Lefebvre est docteur en sciences politiques et professeur à l'Université du Québec à Montréal. Il dirige le CRISE, Centre de recherche sur les innovations sociales, et co-préside le TIES, Territoire innovant en économie sociale et solidaire. Il mène des recherches sur la philanthropie et le rôle des fondations au sein du PhiLab, qui est un réseau canadien de recherche partenariale sur la philanthropie,
Et il a notamment publié Les héritiers rebelles, la philanthropie comme suicide de classe, entre guillemets, dans la revue Politics. Et plus récemment, nous avons publié ensemble un ouvrage collectif, Philanthrope en démocratie, aux presses universitaires de France. Sylvie Trottier est membre du conseil d'administration de la Fondation familiale Trottier, qui est une fondation privée qui soutient la recherche scientifique, l'éducation, la santé et la lutte contre les changements climatiques. Par son engagement dans des groupes tels que Ressources en mouvement, Patriotic Millionaires et autres, elle travaille pour revendiquer une fiscalité plus équitable et œuvre pour mieux soutenir les mouvements de justice sociale. Elle a travaillé dans le secteur de l'environnement durant près de 15 ans, avec une expertise dans le secteur de la comptabilité des gaz à effet de serre. Sylvie est titulaire d'une licence en études environnementales de l'université McGill et d'une maîtrise en environnement et développement de la London School of Economics. Alors, avant de passer la parole à Sylvain, pour commencer, on a prévu des petits sondages. Donc, le premier sondage, donc, il va s'activer rapidement, c'est pensez-vous que le phénomène des héritiers rebelles est un phénomène principalement nord-américain? Oui ou non? Donc là, on voit que ça se dispute un peu, on n'est pas complètement sûr. Ok, donc ça s'est à peu près stabilisé, j'ai l'impression. Et donc, c'est une majorité de non, ce qui est assez étonnant. Donc, vous pensez que le phénomène des héritiers rebelles est aussi un phénomène français. Donc, n'hésitez pas à commenter dans le chat. Et puis, je vais tout de suite passer la parole à Sylvain pour qu'il nous parle de son article et des héritiers rebelles. Merci beaucoup, Sylvain, et merci à tous d'être là. Bonjour, merci de nous avoir invités. Je vais tout de suite partager mes slides. Il faut, je pense, Arthur, que vous enleviez le partage. Oui, c'est ça, des vôtres. OK, c'est bon. Tout le monde voit mon écran? Très bien. Écoutez, oui, je suis ravi d'être avec vous pour ce Lunch and Learn, enfin pour nous qui est plutôt un Breakfast and Learn, puisqu'il est tôt à Montréal. On est ravis d'être là. J'ai appelé ma communication les héritiers rebelles quand les philanthropes s'engagent pour la justice sociale, parce que j'ai écrit cet article qui s'appelle Les héritiers rebelles. Et je le regrette un peu après coup parce que j'aurais dû appeler ça les héritiers rebelles parce qu'il y a une dimension de genre qui est très importante et parce que c'est vraiment beaucoup plus souvent des filles. J'en reparlerai, je vais en parler après. Mon point de départ historique, c'est une histoire que vous connaissez pour la plupart. Je sais que vous aviez invité Olivier Zins il y a quelques années à présenter son très bon ouvrage sur la philanthropie en Amérique et il raconte très bien cette histoire-là. Ce n'est pas pour vous assommer de références, mais je vous ai mis 2 ouvrages qui racontent très bien cette histoire-là. Le point de départ de cette histoire-là, oui, bien sûr, je peux mettre en plein écran. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, le point de départ historique, c'est la naissance des fondations modernes aux États-Unis et le fait qu'elles soient liées évidemment dans la révolution industrielle à une accumulation de richesses très forte, à une génération particulière qu'on a appelée les barons voleurs de capitaines d'industrie qui deviennent en quelques années littéralement les personnes les plus riches du monde, qui sont souvent sur le modèle des self-made men, donc vraiment, d'abord c'est des hommes, c'est les premiers de leur génération, et qui accumulent des fortunes très rapides et qui vont créer des fondations, et avec l'idée de donner avec autant de rationalité qu'on a accumulé. C'est vraiment l'idée d'être aussi impitoyable dans la manière dont on donne, dont on choisit les récipiendaires, qu'être impitoyable dans la manière dont on a accumulé l'argent. Bon, et c'est des
c'est une génération un peu de créateurs de fondations qui vont être extrêmement contestés à l'époque, contestés dans leur légitimité par les gouvernements, la presse, les syndicats, à cause des conditions violentes et inégalitaires de la création de leur fortune, hein, notamment les grands trusts à l'époque qui sont décriés. On va remettre en question leur pouvoir plutocratique, le fait qu'ils détiennent leur pouvoir par leur fortune. Donc, voilà, il faut bien avoir en tête cette histoire-là, parce que ça teinte aussi aux États-Unis l'histoire de la philanthropie, ses représentations, ses contestations par la suite. Et ce sur quoi je veux mettre l'accent dans cette naissance des fondations modernes, c'est d'une part qu'elles vont, ce que met très bien Olivier Zins en avant, c'est que dans cette première période, en gros du début du siècle, du XXe siècle jusqu'à 1950, c'est des fondations qui construisent des institutions. Donc, elles font sortir de terre littéralement des universités, des musées, des bibliothèques. Et donc, on construit très rapidement des programmes et des institutions qui dépassent très largement l'arbitraire de la volonté du donateur. C'est ça qui est intéressant, c'est que ces premières fondations, quelque part, ça devient très vite des bureaucraties un peu de la résolution des problèmes sociaux. Donc, on dépasse la volonté du donateur qui assez rapidement cède la main en fait, à des professionnels de la philanthropie, des programmes. Et notamment, quand le donateur, le fondateur n'est plus là, il y a tout le travail d'institutionnalisation de la fondation après qui se met en place. Donc, il y a une double distinction par rapport à la charité qui, dès le départ, se met en œuvre donc cette rationalisation un peu de la résolution des maux sociaux contre le geste du don en soi et cette idée qu'il y a une institutionnalisation qui peut des fois placer le donateur au second plan et même avec des évolutions de fondation qui seront étonnantes par la suite. Ça, c'est juste mon point de départ. Ce qui est intéressant, c'est de se plonger tout de suite avec ce qui se passe après la Seconde Guerre mondiale, puis c'est là que vous allez voir, doucement, je vais arriver à mes héritiers rebelles. Au moment de la Seconde Guerre mondiale, la première, mais surtout la Seconde Guerre mondiale, c'est des moments où l'État, notamment l'État social, croît de manière très importante dans ses budgets, ses prérogatives, l'ampleur des politiques publiques qu'il déploie. Et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a beaucoup de grandes fondations qui se posent des questions sur leur rôle. Ils se disent, mais au fond, à quoi on sert? Parce que leur budget a augmenté un petit peu, mais les budgets des États ont augmenté énormément dans la Seconde Guerre mondiale et beaucoup de fondations se repositionnent en se demandant, mais quelle est notre plus-value au fond aujourd'hui? Et donc, il y a un redéploiement des positionnements des fondations et de leur stratégie. Vous avez des fondations, notamment les fondations américaines, celles dont je parle aujourd'hui, qui vont s'internationaliser. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, nous, on faisait une différence très importante quand on était un peu face à une page blanche dans le domaine de l'éducation, de la santé. Bon, maintenant qu'il y a un État social qui se met en place, on va aller à l'international, là où il y a des pays où ces États sont encore sous-développés et donc, ça va être des grandes stratégies d'internationalisation qu'on va voir dans beaucoup de fondations américaines. On peut penser à la Révolution verte de la Fondation Rockefeller, par exemple, Fondation Ford en Europe de l'Est, etc., etc. Deuxième stratégie, financer l'innovation et les causes orphelines. Ça, c'est un positionnement que beaucoup de fondations utilisent encore aujourd'hui. Cette idée que l'État développe des politiques publiques, mais les fondations financent des expérimentations, financent des innovations, qu'elles soient sociales ou technologiques, ou les causes dont le législateur public ne s'est pas encore emparé. Et ce qui va fonctionner comme dispositif sera institutionnalisé plus tard par l'État. Donc, on est complémentaire à l'État. Le troisième redéploiement, c'est des fondations qui vont dire, au fond, là, on peut faire une différence, c'est dans le champ des idées, dans l'imposition de cadrage de mettre à l'agenda certaines causes. Et là, elles vont devenir des think tanks, donc des laboratoires d'idées. Et le quatrième positionnement, celui qui nous intéresse, notamment dans les années 70, c'est des fondations qui vont se dire, mais on ne va pas faire sortir de terre des institutions comme on le faisait au début du siècle. Ce qu'on peut faire, c'est regarder les mouvements sociaux qui sont déjà en marche et les appuyer. Trouver leurs besoins et les appuyer. Profiter de cette énergie qui est déjà là, à une période dans les années 70 aux États-Unis, évidemment, où, comme ailleurs dans le monde, on est dans des grands mouvements
déjà pour les droits civiques, mouvements écologistes, antinucléaires, féministes. Donc, il y a tous ces mouvements-là et des fondations qui vont dire, voilà, nous, notre travail, ça va être de soutenir ces mouvements-là. Et au même moment, il y a une polarisation idéologique aussi qui se produit. Donc, il y a des fondations qui se placent dans des couloirs idéologiques très différents. Donc, il y a les grandes fondations, on va dire, libérales au sens nord-américain, qu'on connaît très bien. Donc les fondations Ford, Rockefeller, Carnegie. Il y a des fondations plus progressistes qui se créent, dont je vais parler. Et puis, il y a des fondations conservatrices aussi qui se développent, parfois aussi en réaction à ce qu'ils perçoivent comme un glissement vers la gauche des grandes fondations libérales. C'est une époque, par exemple, où, quand je vous parlais de l'institutionnalisation par-delà la volonté du fondateur des fondations, c'est dans les années 70 que l'héritier de la famille Ford, donc Henry Ford, le deuxième, va claquer la porte du conseil d'administration de la fondation Ford parce qu'il perçoit un glissement vers la gauche de la fondation Ford. Et donc, voilà, il y a y compris là, c'est un héritier qui voit au contraire le nom de la famille pour lui trop dévié et qui va contribuer à créer aussi un courant conservateur. Donc, dans ces années-là, il y a des redéploiements qui se font. Et c'est là que naît un petit peu le courant dont je vous parle aujourd'hui, qui naît dans les années 70, qu'on appelle la philanthropie de changement social, et dont on peut définir les principes un peu autour de 3 idées. Premièrement, c'est un courant philanthropique qui se développe en réaction à la philanthropie traditionnelle. Donc, qui se développe contre le fait que l'essentiel des financements philanthropiques vont, alors aux États-Unis d'abord aux églises, aux grandes universités, aux hôpitaux, aux musées. Donc, le financement d'organisations, on va dire, plus consensuelles et souvent les plus prestigieuses dans le champ académique, dans le champ culturel. Chaque fois, c'est les plus prestigieux qui reçoivent davantage. Contre le fait que quand il y a des financements pour des mouvements sociaux, souvent c'est la dimension la moins conflictuelle qui est financée, donc plutôt la livraison de services que la dimension vraiment contestataire. Il se positionne contre le fait que dans la philanthropie traditionnelle, les donataires, ceux qui reçoivent, sont exclus des structures de décision, que les plus pauvres, les minorités culturelles ou religieuses sont exclus de ce champ philanthropique. Bref, c'est vraiment en réaction à cette philanthropie traditionnelle qu'il se structure, et autour de 3 idées. Donc, le focus sur les causes structurelles et le changement systémique. Donc, le slogan qu'on va retrouver depuis 40 ans dans ce courant, c'est Change, not charity. Donc, vraiment, on change les structures sociales, on ne met pas un pansement. On n'est pas là pour équiper les individus pour mieux s'adapter au marché de l'emploi ou mieux s'adapter à la compétition scolaire. On est là pour changer les règles du jeu. D'un jeu qui paraît inéquitable en soi. Donc, il n'est pas question d'accepter ces règles-là. Deuxièmement, l'appui aux mouvements sociaux. Donc, je vous le disais, les mouvements des droits civiques, environnementaux, contre la guerre de Vietnam à l'époque, antinucléaire, mouvement des femmes, minorités sexuelles. Donc, on trouve par exemple, là je vous ai mis un ouvrage, c'est celui-ci là, de 1977, de la fondation Vanguard. Et quand on regarde ce qu'ils financent, effectivement, on est à milieu de ce que finance la philanthropie traditionnelle, un syndicat des prisonniers dans les prisons américaines avec leur journal The Outlaw, une radio tiers-mondiste qui parle des combats en Amérique du Sud et du rôle de la CIA, etc. Ou alors des dispositifs aujourd'hui qui paraissent complètement normaux, mais qui à l'époque étaient très avant-gardistes, un foyer pour femmes battues alors que c'était un problème non reconnu par les pouvoirs publics et non nommé, des coops bio où les consommateurs en même temps ont un rôle actif dans le fonctionnement. Donc, ils sont vraiment dans ces mouvements mouvements sociaux et toujours avec le côté par et pour. Donc, on ne fait pas pour les gens à leur place, c'est toujours du par et pour. Donc, cette dimension de capacitation. Donc,
Dans l'action, il faut que le processus donne du pouvoir à ceux qui en avaient moins, hein, donc leur apporte de nouvelles habiletés, de nouvelles compétences, de la confiance en eux. Donc, ce soit un processus qui, au contraire, qui ne reproduise pas le côté « nous, on sait ». Non seulement on a l'argent, mais en plus on sait, tandis que vous, non seulement vous n'avez pas d'argent, mais vous ne savez pas et vous ne pouvez pas, mais au contraire, qui donne ce pouvoir et qui soit inclusif des personnes qui sont d'habitude exclues de ces espaces-là. Et donc, avec l'idée aussi que dans le fonctionnement même de la philanthropie, de la prise de décision, les personnes marginalisées, exclues, on doit leur donner le pouvoir. Alors, ce petit bouquin-là, qui est formidable, je suis ravi d'avoir mis la main dessus un jour de flânerie sur Internet, qui a été écrit en 1977, c'est un guide, c'est sous-titré, donc c'est le guide pour donner votre argent pour le changement social. Et effectivement, très vite, il y a la volonté d'essaimer, donc de créer des petits guides qui expliquent comment on fait pour convaincre d'autres héritiers de s'engager. Pourquoi d'autres héritiers? Parce que dès les années 70, ce sont des héritiers de grandes familles, vraiment d'empires américains qui vont s'engager, des gens qui, notamment, il y a toute une génération qui va passer par les grandes universités de la côte Est américaine, de bonnes familles qui étaient partis pour que tout aille bien, qui vont faire une espèce d'engagement un peu civique comme étudiants, qui vont partir dans le sud des États-Unis pour faire quelque chose qui est vu comme un peu assez consensuel, de l'inscription sur les listes électorales, des choses comme ça. Et sauf qu'ils vont rencontrer la violence policière, ils vont rencontrer le Ku Klux Klan, ils vont rencontrer, parce que c'est le Freedom Summer, parce que juste faire de l'inscription sur les listes électorales des Noirs américains dans le sud des États-Unis fait qu'on peut assister à des tueries. Bon. Et beaucoup de ces jeunes-là, en fait, vont revenir complètement chamboulés et ne vont pas vouloir rentrer dans le rang de leur famille, de leur destin social. Certains vont faire de l'exit, donc vont partir sur la route à Katmandou. D'autres vont au contraire, en rentrant, sortir de leur cercle social, mais en même temps, donc, ils ont un trust, ils font partie d'une fondation, mais ils commencent à appuyer les Black Panthers, ils vont commencer à s'intéresser à des choses que normalement, socialement, ils ne devraient pas s'intéresser à ça. Un autre petit bouquin formidable, ça c'est un travail de recherche de Susan Ostrander, Money for Change, c'est une ethnographie d'une de ces fondations pionnières, le Haymarket People Fund, qui est à Boston, qui a créé en 1974 par George Pillsbury, donc un des héritiers de la famille Pillsbury, les gâteaux, l'agroalimentaire. Et où elle raconte bien, cette ethnographe, toute la difficulté de cette invention de créer des fondations qui soient des espaces égalitaires, ou parce qu'on veut que ce soit des espaces égalitaires où dans ces fondations, blancs, noirs, latinos, des gens qui sont multimillionnaires, des gens qui habitent dans des quartiers extrêmement défavorisés, tous ces gens-là puissent échanger ensemble, prendre des décisions ensemble. Et en fait, c'est très, très compliqué parce qu'il y a les pesanteurs du monde social, les inégalités du monde social, et évidemment qui pèsent à chaque moment dans la capacité des uns et des autres à prendre la parole, à s'exprimer. Donc, c'est très compliqué de créer en claquant des doigts un espace égalitaire. Et donc, ils vont très vite réfléchir à la répartition du pouvoir. Comment on fait pour que ceux qui savent bien parler, qui ont l'habitude de prendre la parole, qu'on écoute, etc., en gros, parlent un peu moins. Et comment on fait pour faire que les gens qui pensent que d'habitude, c'est pas pour eux, qu'ils viennent, qu'ils se sentent autorisés. Donc, est-ce qu'il faut payer les bénévoles? Est-ce qu'on fait du service de gardiennage? Mais aussi la répartition du pouvoir. Et assez vite, ils vont se dire, au fond, le pouvoir, enfin, le rôle des héritiers rebelles, c'est pas tant de savoir, pour le dire très crûment, c'est pas de savoir mieux que les pauvres ce dont ils ont besoin, c'est plutôt de convaincre d'autres riches. Donc, l'engagement, l'activisme oui, il y a le fait de faire des manifs, de donner de leur argent pour des causes, mais c'est aussi de convaincre d'autres riches de profiter de leur carnet d'adresses pour mobiliser d'autres soutiens. Et puis, il va y avoir beaucoup de questionnements aussi dans ces années-là autour du dilemme est-ce qu'on mène ou est-ce qu'on suit? Parce que justement, il y a cette volonté de ne pas parler à la place des mouvements sociaux, de ne pas, encore une fois, être ceux qui décident, donc plutôt d'appuyer les mouvements sociaux. Ça, c'est très facile dans les années 70 quand il y a des mouvements sociaux très forts,
C'est beaucoup plus difficile dans les années 80, où il y a un backlash conservateur très fort aux États-Unis, où les mouvements sociaux sont très essoufflés, et où là, ils se disent, mais au fond, là, il n'y a plus de mouvements sociaux, donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ce n'est pas à nous de nouveau de prendre les devants, de nouveau de décider? Tous ces questionnements-là, ils se posent au niveau d'un organisme comme le AM Markets People Fund, qui existe toujours aujourd'hui, 40 ans après. Il existe aussi au niveau d'un mouvement, parce que toutes ces fondations alternatives qui se naissent dans les années 70 se mettent en réseau, mutualisent parfois une partie de leurs ressources. Et il y a un réseau qui s'appelle The Funding Exchange, qui est un grand réseau, et vous pouvez trouver son histoire qui est racontée. Je vous ai mis une image ici sur Internet, vous le trouverez facilement. Et c'est une image qui reflète toutes ces difficultés-là, au fond, dont je vous ai parlé rapidement. Ce qui est intéressant, c'est de se questionner un peu sur qui sont ces héritières rebelles. Il y a plusieurs générations. Je vous ai parlé de la génération 70. Il y a une génération beaucoup plus récente aussi qui émerge, que moi j'ai vu émerger au moment notamment de Occupy Wall Street. C'est comme ça que j'ai commencé mes travaux là-dessus. Je voyais des gens avec des panneaux dans Occupy Wall Street, avec des panneaux disant enfants du 1%, contre les privilèges fiscaux. Ou alors comme ici, vous voyez une photo de Karen, une actrice importante de ce réseau-là, qui tient un panneau disant mon ami a fait énormément, ma famille a fait beaucoup d'argent à partir des placements sur les marchés financiers. J'aime ma famille, mais je hais en gros la manière dont ils ont accumulé leur fortune. Je suis né dans le 1%, je veux la redistribution bénéfique pour tous, les riches pour la distribution, taxez-moi. Et évidemment, comme politistes et sociologues, quand vous avez des gens qui disent je suis dans le 1% et je veux être davantage taxé, ça invite à y regarder de plus près sur qui sont ces gens-là et ce qu'ils font. Et c'est intéressant parce que cette génération-là, cette dernière génération, elle aussi qui a fait un guide, Classified, qu'un jeu de mots sur le fait à la fois d'être classé, le jeu de mots sur les classes sociales, aussi sur le fait que c'est des dossiers sensibles, y compris du point de vue biographique. Ils vont réfléchir sur cette question-là de travailler sur ses propres privilèges, grâce à ses propres privilèges et contre ses propres privilèges. C'est des gens souvent qui cachent à leurs amis, quand ils sont militants, ils cachent à leurs amis le fait qu'ils viennent de très grandes familles. Donc il y a tout un aspect sorti du placard. Il y a des pages très drôles dans ces ouvrages-là où ils racontent les pires mensonges qu'ils aient fait en revenant de manif quand les amis les ramènent en voiture, puis ils leur disent je vais te déposer chez toi, puis et eux, ils ne veulent surtout pas dire dans quel quartier ils habitent, donc ils se font déposer à l'autre bout de la ville. Bon. Et de l'autre côté, comment dire à sa famille qu'on a manifesté, on était dans la grande manif au pied du building où il y a la rencontre du CA, de l'entreprise familiale pétrochimique. Donc des deux côtés, c'est très compliqué pour eux, cette espèce de passe-murailles sociaux. Et donc, il y a d'abord un travail, au fond, de remise en cohérence de soi, de jeunes qui sont dans ces positions tiraillées un peu entre ces deux univers, entre le fait d'aimer sa famille, de haïr des fois les conditions dans lesquelles ils vivent parce qu'ils savent que c'est au détriment d'autres. Donc, il y a tout vraiment comme les réseaux aussi LGBT, de sortie du placard, ils en parlent aussi comme ça, et de partager cette expérience compliquée, de reconnaître ses propres privilèges, mais ne pas être dans un acte de contrition, mais au contraire de trouver une manière de renverser l'utilisation de ces privilèges pour des causes qui leur paraissent justes. Donc, les privilèges, c'est évidemment le fait d'avoir beaucoup d'argent, le fait d'avoir un carnet d'adresses, par exemple, qui fait que quand on fait une manif, un sit-in au pied du building où il y a le CA, en fait, en 2 coups de téléphone, on pourrait très bien avoir le numéro du CEO parce que papa connaît. Bon. Donc, il y a le carnet d'adresses, il y a le fait d'être passé par les meilleures universités, donc d'avoir un certain nombre de compétences. Bon. Donc, il y a tout un tas de savoir-faire et de privilèges qu'ils décident de reconnaître, travailler dessus et les utiliser pour le changement social. Ce que je veux dire aussi, c'est que c'est des héritiers rebelles, mais ce n'est pas n'importe lesquels. Ce n'est pas n'importe quelles héritières rebelles. C'est des héritières pas comme les autres, souvent, on va dire, des dominées dominantes. Donc, il y a beaucoup de gens, et dans les années 70, c'était pareil, surtout dans la dernière génération aussi, par exemple, qui sont de familles très fortunées, mais qui ne cochent pas toutes les cases de ce que c'est qu'être un bon dominant. Donc, qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont afro-américaines, asiatiques, américaines, juifs, LGBT. Donc, ils ont été dans les meilleures universités, mais ils n'étaient pas admis dans tous les clubs. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils ont déjà été victimes de racisme. Donc, ils ont un radar bien affûté sur la question des discriminations, de l'intersectionnalité.
de la dimension complexe de l'entrelacement des discriminations et des inégalités, voilà, pour le dire comme ça. Et évidemment, ils expérimentent aussi le fait qu'ils parlent de suicide de classe, je pourrais y revenir, hein, c'est un terme qu'eux utilisent, hein, c'est un terme que j'ai repris parce qu'eux l'utilisent, et ils expérimentent aussi ce que c'est que de, quelque part, lutter contre son camp parfois, donc la figure du traître, les rappels à l'ordre qu'il peut y avoir. Donc, tout un travail compliqué, je vous ai mis une petite illustration, c'est souvent de très bons sociologues dans la compréhension de l'incorporation, y compris dans leur corps, de leurs privilèges, hein. Donc vraiment, passer au rayon X des rapports sociaux, leur propre corps, donc une dimension autoréflexive de leur démarche, et voilà, et de retourner tous ces privilèges-là pour au contraire les mettre au service du changement social. La dimension genrée aussi, elle est très forte. Souvent, c'est les filles dans les grandes familles et les filles auxquelles on dit bon, bah, toi, tu vas pas t'occuper d'argent. C'est les fils qu'on va mettre sur le CA, par exemple, de l'entreprise, et les filles, elles vont s'occuper de la philanthropie. Il y a une dimension genrée. Et souvent dans ces très grandes familles, quand c'est des empires, c'est des dynasties familiales, en fait, vous avez un trust, mais vous n'y touchez pas directement. Il y a les avocats, les gestionnaires de fortune, un tas d'intermédiaires qui souvent accompagnent la famille depuis très longtemps. Et donc, il y a un travail aussi d'empowerment financier de ces filles qui vont se former du point de vue juridique, financier, pour remettre la main sur le trust, pour lire les petites lignes, pour s'en réemparer, afin d'utiliser le trust d'une manière qui leur semble plus juste, en gros, pour faire un changement social qui ne permet pas une reproduction des inégalités telles qu'elles en ont elles-mêmes profité. En France, il y a un très bon bouquin, Le genre du capital, comment la famille reproduit les inégalités, de Céline Bessière et Sylvie Gola, qui est paru il y a peu longtemps, cette dimension genrée de la gestion de la fortune dans les familles. Je termine en disant que dans tout ce mouvement de philanthropie de changement social, il y a différentes dimensions de la justice sociale qui sont abordées. On peut reprendre la typologie très utile de Nancy Fraser. On s'attaque aux injustices économiques, la question de la redistribution, aux injustices culturelles, beaucoup la question de la reconnaissance des identités, et de la représentation, donc du pouvoir qu'on donne, de la voix qu'on donne dans les structures philanthropiques aux personnes d'habitude à qui on ne donne pas de pouvoir. Et la question, c'est quelle contribution de la philanthropie à la réduction ou à l'amplification de ces injustices dans la manière même dont elles fonctionnent. Donc, pas seulement à qui on donne de l'argent, mais comment on donne de l'argent et comment le processus par lequel on choisit les gens à qui on donne de l'argent diminue ou reconduit ces injustices-là. Et au Québec, et je passe la parole à Sylvie là-dessus, il y a des acteurs très différents qui suivent ces préceptes-là. Ça peut être des fondations qui n'ont pas des héritiers rebelles à leur tête vocaux tels que j'en ai parlé ici. Par exemple, la fondation Catherine Donnelly, c'est une fondation qui est vraiment sur ces principes-là, de trouver un rapport égalitaire avec ses donataires et une réflexion très forte. Peut-être vous avez entendu parler en France de ces 250 corps d'enfants qui ont été retrouvés sur un pensionnat, les pensionnats autochtones au Canada. Bon, donc il y a une histoire. Par exemple, ça, c'est une fondation qui est liée à une congrégation religieuse qui travaille avec les Premières Nations. Aujourd'hui, travailler de manière égalitaire avec les Premières Nations, avec le background symbolique qu'il y a derrière, autour de l'histoire coloniale et de l'histoire plus que de la maltraitance, de la destruction des Premières Nations, y compris par les institutions catholiques au Québec, et protestantes aussi. Bon. Et donc, c'est une fondation qui se questionne vraiment sur comment recréer un rapport égalitaire avec des donataires, avec les Premières Nations, la fondation Donnelly. Fondation Beatty, c'est une donatrice invisible qui va recevoir 2 héritages de 10 millions, qui va tout donner pour créer 2 fondations et qui n'a aucun pouvoir dans ces fondations et personne ne sait qui elle est. Dans ces fondations actuelles, comme la Fondation Beatty, personne ne connaît la donatrice et elle vit encore dans un petit logement. Elle n'a rien gardé. Et la Fondation Beatty, c'est une fondation très liée au principe de philanthropie de justice sociale. Ressources en mouvement, dont va parler Sylvie, et le collectif des fondations québécoises contre les inégalités, où il y a des fondations de types différents, mais notamment sous l'impulsion de la Fondation Beatty, qui vont beaucoup pousser la réflexion sur le lien à la justice fiscale et quelle est la place des fondations par rapport à la place de l'État. On pourra y revenir parce que c'est aussi un point important, c'est comment on se positionne par rapport à l'État. Donc, je termine là-dessus, puis je donne la parole à Sylvie. Je réponds à vos questions avant, évidemment.
Merci, désolé, j'étais un tout petit peu trop long. Non, mais C'est le Sylvain, matin, je ne suis pas encore rodé. c'était passionnant. Merci, merci beaucoup, Sylvain. Et effectivement, avant de passer la parole à Sylvie, à notre deuxième intervenante, on va prendre quelques minutes pour éventuellement des questions que vous auriez dans le chat ou en levant la main. Donc, n'hésitez pas, hein, s'il y a des points dans l'intervention de Sylvain pour lesquels vous voulez voilà, des éclairages supplémentaires. On a quelques minutes pour le faire. Je vois que ma collègue Anne-Claire Pache a déjà une question. Anne-Claire, donc tu peux ouvrir le bal si tu le souhaites, puisqu'il n'y a pas d'autres mains levées pour l'instant. Vas-y. Mais c'est pour, ça permet de lancer les questions. Merci beaucoup, Sylvain. J'ai envie en fait de rebondir sur le petit sondage qu'on avait initié en tout début de séance, qui posait la question, est-ce que c'est un phénomène purement nord-américain ou est-ce que c'est un phénomène plus universel? Je crois savoir que tu es un Français installé au Canada, qui du coup peut avoir un regard particulièrement éclairé sur le sujet. On comprend quand même très clairement de ta présentation que quelque part l'émergence de ces héritiers rebelles, c'est le reflet quelque part en creux aussi des systèmes économiques et politiques qui voilà, créent de l'infrastructure d'une société donnée, qui vont amener voilà, des individus qui ont pu bénéficier pour des raisons X et Y du système, de questionner le système. Donc, j'aurais juste envie de te poser la question, est-ce que tu as le sentiment que quelque part l'organisation économique et sociale nord-américaine est plus prône finalement à faire émerger ce type de philanthrope? Ça, ce serait ma première question. Et ma deuxième qui est, est-ce que tu as pu observer une forme de réussite de ces acteurs-là? C'est-à-dire, est-ce qu'au-delà des envies, des postures et des choix stratégiques faits que de s'intéresser aux enjeux et aux problématiques que tu décrivais, est-ce qu'il y a effectivement de la part de ces philanthropes une capacité qu'ils ont eue, en tout cas pour certains d'entre eux, à réellement transformer le système vers plus de justice sociale? Voilà pour mes deux questions. Merci Anne-Claire. Arthur, tu veux que je réponde tout de suite ou je prends plusieurs questions? Voilà, comme il y a deux questions en une, je pense que c'est bien que tu prennes. Et ensuite, je donnerai la parole Okay. je crois que Julie a levé la main. Je lui donne la parole juste après. Ouais. Alors, la manière la plus rapide de répondre à la première, sur est-ce que c'est un phénomène juste américain, j'ai la preuve que non, parce qu'à chaque fois que je fais une émission de radio, que je sors un article là-dessus, quand c'est en Europe, je reçois 2-3 courriels de gens qui disent ah, je suis en France ou en Belgique ou en Suisse, je pensais être tout seul, être dans mon cas. Est-ce qu'il y en a d'autres autour de moi qui pensent les mêmes choses? Je ressemble au portrait que vous avez fait, donc je sais qu'il y en a d'autres. Mais je ne connais pas de mouvement organisé, en tout cas en France, je connais des initiatives individuelles, mais je ne connais pas de mouvement organisé aussi formellement, on va dire, de ce type-là. Je pense qu'il y a quelque chose de spécifique aux États-Unis sur le rôle de la philanthropie comme constructrice de dynastie familiale, qui est un élément assez particulier aussi dans la construction, on va dire, de la bourgeoisie nord-américaine, la bourgeoisie d'affaires, qui fait que il y a un rôle très particulier dans la construction de la famille là-dessus. Je ne suis pas sûr que ça joue le même rôle exactement en France, mais je ne suis pas certain. Après, oui, je pense que les réflexions sur l'héritage, les contradictions personnelles, sur des convictions et là où on est né et ce dont on profite, ça peut arriver partout. Et je pense que ça peut prendre par contre des formes très différentes d'expression ou de véhicules politiques. Voilà, je pense qu'il y a une prééminence du véhicule philanthropique aux États-Unis qui fait que c'est un véhicule auquel ces jeunes-là, enfin ceux dont je parle dans les années 70 ou 90-2000,
auxquels ils ont recours. C'est comme un répertoire d'actions qui est déjà là. Je ne suis pas sûr qu'il soit aussi évident en France, mais je ne suis pas un spécialiste de la philanthropie en France, donc c'est peut-être vous qui pourrez mieux me dire. Donc, c'est une réponse un peu en demi-teinte, mais moi, je ne connais pas de réseau formel aussi fort. Je connais des initiatives en France là-dessus. Et ça permet de faire un lien avec le deuxième point sur la réussite ou pas. Alors, c'est toujours compliqué de savoir ce que ça représente financièrement. Si on compare au volume financier de la philanthropie classique, c'est peanuts, c'est vraiment rien du tout. Par contre, dans la mesure où ils ont financé dans les années 70 ou encore aujourd'hui des courants, des expertises, enfin des expérimentations qui ont beaucoup de mal à trouver du financement, ils font une grande différence pour ces groupes-là, parce que c'est des groupes qui sont financés par personne sinon. Oui, je dirais qu'il y a de la réussite dans le sens où leur questionnement, si on lit les bouquins des années 70, par exemple, un certain nombre de questions qu'ils posent à l'époque et qui sont un peu tout seuls à poser à l'époque, après, aujourd'hui, même les fondations beaucoup plus mainstream se les posent. Par exemple, si on lit les questionnements de la fondation Ford, notamment suite à l'élection de Donald Trump, qui s'est beaucoup repositionné sur la question des inégalités raciales, il y a beaucoup de questionnements qu'ils ont repris de ce courant-là, plus alternatif, sur la philanthropie, qui réfléchit beaucoup à la manière de faire la philanthropie et le fait que ça peut reconduire des inégalités. Moi, je l'ai vu au Québec aussi, où une fondation comme Beatty, qui est assez petite en termes de dotation, a pu amener des questionnements auprès de beaucoup plus grosses fondations qui sont plus mainstream, que ce soit par exemple sur l'usage du capital. Dès les années 70, ces fondations-là disent l'essentiel de la réflexion, ce n'est pas tant à qui on distribue chaque année les quelques dons, c'est comment on place le capital. Et très tôt, par exemple, ils vont faire de l'empowerment, de comprendre les placements sur les marchés financiers, les effets que ça a. Les communautés religieuses l'avaient déjà fait depuis un long moment, mais après, c'est eux qui vont prendre le relais de cette réflexion-là. Ils vont réfléchir très tôt, par exemple, à des pratiques, le fait d'avoir un comité d'allocation des fonds où le donateur a un point moins important que les donataires, que les milieux qui sont soutenus. Bon, il y a beaucoup d'autres fondations aujourd'hui qui le font et qui ne sont pas nécessairement dans ce courant-là. Donc, je dirais qu'ils ont créé des pratiques qui ont essaimé au-delà de leur courant. Donc, dans ce sens-là, je dirais que oui, il y a une réussite. Et les questionnements, pareil, sur la justice fiscale, ils n'étaient pas nombreux à avoir, par exemple, mon Occupy Wall Street. Je pense au Québec ou au Canada, par exemple, Sylvie pourra y en parler, mais c'est un questionnement quand même qui est en train d'essaimer, hors de son périmètre initial. Merci beaucoup, Sylvain, pour ces réponses. Je donne la parole à Julie Lannes, qui avait une question. Allez-y, Julie. Il faut que vous allumiez votre micro, Julie, pour qu'on vous entende. En activant en bas à gauche. Pardon, voilà, c'est bon. C'est bon, vous m'entendez, voilà. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Oui, effectivement, j'avais deux questions, puisqu'effectivement, moi, je vois différentes choses qui se passent. Je travaille effectivement dans différents pays et beaucoup avec les anglo-saxons. Et effectivement, je me demande dans quelle mesure il n'y a pas aujourd'hui un troisième mouvement et qui est plutôt de l'ordre, on va dire, d'une dérive issue de ces bonnes intentions et qui aujourd'hui pourrait amener effectivement ces mouvements qui viennent effectivement des États-Unis, qui sont très liés à leur histoire, au racisme, à différentes, au fait qu'il n'y a pas vraiment de classe moyenne et tout aux États-Unis. Est-ce que ça ne pourrait pas aboutir à justement favoriser certaines formes de dictature ou de totalitarisme en finançant justement certaines idéologies et certaines minorités revendicatrices qui ne se battent plus pour des droits, mais pour effectivement une forme de contre-pouvoir ou de revendication. Voilà, c'est des choses une question comme ça que je me pose en termes de guerre économique ou de l'information, parce qu'on peut parler également de toutes ces fondations, de ces ONG à double fond, de grandes sociétés qui créent des fondations et qui vont par exemple financer des mouvements sociaux ou de tribus indigènes dans différents pays pour que par exemple la France n'obtienne pas un marché pétrolier. Et ces mouvements vont se calmer en 4 jours de façon à favoriser à ce que ce soit une société américaine qui remporte, par exemple, le marché. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de manipulation un petit peu de toutes ces fondations et de toutes ces sociétés? Et d'autre part, par rapport à la question initiale qui était posée, ce que moi je vois en France, parce que je travaille beaucoup là-dessus, donc moi je travaille beaucoup sur le terrain et tout, c'est effectivement avec la cancel culture, l'intersectionnalité et tout le mouvement woke, de la même façon que dans nos universités, il y a une forme d'importation et on va dire d'instrumentalisation et de manipulation
un peu de notre démocratie avec cette importation de ce modèle à travers des sociétés et des fondations américaines qui viennent sur le champ français, par exemple en finançant certains types d'associations ou de mouvements sociaux et provoquant des troubles et tout ici. Donc, est-ce qu'il n'y a pas effectivement des risques au niveau par rapport à notre démocratie et des risques de manipulation? Voilà, moi, c'est des choses comme ça que j'observe un petit peu en ce moment et qui m'amènent à me questionner. Au profit de certains pays, par exemple, au profit d'une domination des États-Unis, par exemple, sur nos élections, par exemple, par rapport à la France. Voilà, donc c'est une question très large. Question très large, en effet. Sylvain, je vais peut-être le laisser répondre en quelques minutes. Je vois qu'il y a une autre question de Caroline, ce sera peut-être notre dernière question avant la présentation de Sylvie. Sylvain, peut-être une réaction, je sais bien que la question est assez large, mais… Oui, je ne sais pas trop comment vous répondre. En fait, sincèrement, sincèrement, ça correspond pas vraiment à ce que moi j'observe, que ce soit au Canada, au Québec, que la dimension. Puis en plus, je sais que les mots sont extrêmement piégés et qu'en France, si on parle d'organismes communautaires, en France, on commence à avoir des sueurs froides. Au Québec, c'est juste le mouvement associatif. Là. Donc, les repères ne sont pas du tout les mêmes au niveau des mots et des univers. Alors, moi, dans ce que j'observe, non, ça ne recoupe pas ce que vous dites. Après, je ne connais pas forcément quand vous parlez de manipulation à l'étranger avec des fondations. Enfin, je ne sais pas exactement à quoi ça renvoie. Oui, que l'enjeu des identités, la reconnaissance culturelle soit importante, comme dans les années 70 au niveau des mouvements et droits civiques, elle l'était, ou des mouvements LGBT, oui, c'est un enjeu important, mais néanmoins, la composante économique a toujours été très importante, comme la dimension fiscale aujourd'hui ou dans les années 70 aussi. Donc, ça n'a jamais été seulement la question culturelle, c'est pour ça que je mettais les trois dimensions. Sur la question, là, si j'ai parlé à la fin, si c'est le fait que j'ai parlé à la fin des Premières Nations au Canada qui vous a fait réagir, ce n'est pas un enjeu au Canada de quelques petites communautés, hein, c'est un enjeu collectif, hein, puisqu'on a une communication, réconciliation et vérité, et une reconnaissance, le terme c'est de génocide, en fait, c'est le terme qui a été reconnu. Donc, c'est un enjeu collectif parce que c'est des politiques publiques qui étaient en jeu. Donc, c'est des services sociaux, c'est une infrastructure collective. Donc, au Canada, c'est un enjeu très collectif. Ce n'est pas un enjeu qui concerne quelques personnes ou quelques petites entités. Et sincèrement, tout ce dont je vous parle d'un statut est extrêmement minoritaire par rapport au paysage de la philanthropie, que ce soit en Canada ou aux États-Unis. Donc, les risques de dérive. Alors, aux États-Unis, on en parle beaucoup. Hein, dans les mouvements d'extrême droite, on parle beaucoup du rôle de la Fondation Soros dans le financement de tel ou tel mouvement social, ces choses qui reviennent. Mais en tout cas, moi, ce n'est pas des choses que j'ai observées, ni dans les effets, ni dans l'importance des vagues qui peuvent être créées. Ouais, enfin, Sylvie pourra en parler, mais voilà, c'est assez décalé par rapport à ce qu'on observe au Québec et au Canada là-dessus. Merci Sylvain. On va passer à la dernière question de Caroline avant de faire la transition à la deuxième intervention. Allez-y Caroline. Oui, bonjour Caroline Ryan. Je me pose la question, il me semble qu'il y avait un grand changement sur les héritiers, en particulier en Amérique du Nord, qui étaient très engagés, alors ça évidemment c'est parce que c'est un prisme que j'ai à Radio France, hein, mais sur la musique, comme grande source à la fois de culture, d'égalité sociale. Voilà, on avait vraiment toutes ces grandes familles américaines, en particulier les familles peut-être juives, qui étaient particulièrement engagées sur la culture et la musique, et où je comprends que la nouvelle génération se détourne de ça pour aller peut-être vers d'autres secteurs, donc à la fois sur la justice sociale, sur le sport, enfin sur d'autres. Et donc finalement, cette fonction de la culture
cette fonction d'intégration, cette fonction d'accès à la culture, de rayonnement que représentait la musique en Amérique du Nord. Et donc voilà, et donc il y a un énorme pan de la philanthropie traditionnelle dans le monde culturel, dans le monde musical, qui est en train de totalement disparaître, en particulier aux États-Unis. Je ne sais pas au Canada, je suis canadienne aussi, mais franchement, je ne sais pas. Est-ce que vous avez une vision là-dessus ou bien c'est hors champ de votre réflexion? Ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que c'est sûr que dans la mesure où ils sont à contre-pied dans les années 70, un peu comme aujourd'hui, dans le type de financement, ils se détournent du financement des grandes institutions culturelles, donc effectivement les grands musées, les orchestres philharmoniques. Par contre, dès les années 70, on voit beaucoup de financement à des troupes de théâtre, un théâtre politique, genre Théâtre de l'Opprimé, Augusto Boal, etc., les marionnettes, enfin, une forme d'art aussi illégitime, art de rue, théâtre de rue. Donc, on va prendre le contre-pied aussi sur les financements. On ne va pas financer les grandes institutions, mais les troupes qui jouent dans la rue. On ne va pas financer les versions les plus légitimes de l'art, mais celles les plus illégitimes. Bon. Et encore aujourd'hui, c'est très anecdotique, mais je connais par exemple une grande famille qui a une très grande fondation et une des héritières, elle finance plutôt un collectif d'artistes urbains avec un art revendicateur et des formes, on va dire, beaucoup plus modernes et transgressives d'art. Donc, je pense qu'il y a toujours ce pas de côté, mais effectivement, ça ne va pas être vers les grandes institutions ni les versants les plus légitimes de la culture. Mais par contre, moi, ce que j'entendais, c'est que ça allait vers le sport, par exemple. Ce qui n'a rien de très… Vers le sport, alors moi, j'ai pas vu de choses très peu. Non, mais peu, d'engagement, alors je veux dire, de mettre leur argent, ça ne veut pas dire du mécénat, du coup. Enfin, c'est peut-être pas de la philanthropie, mais de finalement, cet argent que j'ai en héritage et qu'avant je plaçais de manière philanthropique, je vais aller acheter un club de sport, je perds cette dimension philanthropique. Donc là, c'est plus la même dimension. Or, alors, c'est pas les mêmes que moi, là. Moi, pas les mêmes. Dans les miens, j'ai pas vu ça. D'accord, donc c'est pas les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. Merci. Sylvain pour la réponse. Merci Caroline pour la question. On va devoir enchaîner pour garder notre chronomètre qui est serré. Merci beaucoup Sylvain pour cette première présentation. Je vais laisser la parole à Anne, ma collègue, pour introduire notre deuxième intervenante. Et je crois qu'on a aussi un deuxième sondage à vous faire faire. Anne, c'est à toi. Oui, absolument. Alors, on va faire un petit sondage. Donc, le deuxième, c'est est-ce que l'approche des héritiers rebelles qui se battent pour plus de justice sociale vous semble, et là, vous avez plusieurs choix, idéaliste, marginal, paradoxal, courageuse, hypocrite ou novatrice. Donc, je vous laisse quelques secondes pour répondre. Donc, voilà, il y a plusieurs réponses. Ça se bat pas mal. J'ai l'impression que idéaliste a l'air de bien monter quand même. On va partager avec vous les résultats dans quelques secondes. Continuez à voter. Alors, j'ai l'impression que ça s'est à peu près stabilisé, que tout le monde a voté, donc je vais partager. Hop, et donc c'est idéaliste qui remporte avec de près presque 42, donc presque pareil, 38 pour courageuse, puis novatrice 31%, ensuite marginal 23%, paradoxal 13% et hypocrite 10%. Donc pour vous, c'est surtout un mouvement idéaliste. On va en parler, en discuter. On a la chance d'avoir avec nous Sylvie Trottier. Donc Sylvie, vous avez la parole. Okay. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous voyez bien? Oui, OK. Bien, premièrement, merci de l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager avec vous un peu mon expérience. Alors, Sylvain, lui, je pense qu'il va faire une perspective académique, de recherche sur toute cette historique un peu de la philanthropie de justice sociale. Pour moi, ça va être un petit peu différent parce que
je vais plutôt parler d'un point de vue personnel. Hein. Je n'ai pas de formation nécessairement en philanthropie. C'est vraiment une expérience et un parcours que que j'ai vécu. Et c'est donc je vais vous parler aujourd'hui. Puis je pense que comme Sylvain a démontré, hein, c'est mon expérience, mais je m'insère aussi dans tout un mouvement. Donc, je ne pense pas que je suis la seule à avoir ces réflexions-là. Elles ne sont pas nécessairement uniques, mais être en communauté avec d'autres, puis aussi avoir la chance d'être inspiré par d'autres qui sont venus avant moi ou qui sont mes pairs, permet d'approfondir tout ça. Donc, je vais commencer par un peu plus de background sur qui je suis. Alors, un peu simplement, j'ai en fait gagné la loterie juste en soyant née dans ma famille. J'ai évidemment rien fait pour mériter cette position que je vis maintenant de privilège. Dans mon cas particulier, c'est mon père qui a cofondé dans les années 70 une entreprise qui s'appelle Matrox, qui est une entreprise en électronique qui a vraiment eu beaucoup de succès. Et avec ce succès, on a créé la famille, une fondation familiale privée sur laquelle je suis sur le CA depuis à peu près 8 ans, quelque chose comme ça. Puis je pense dans mon introduction avant, c'est la fondation travaille surtout en santé, en éducation, en sciences, en changement climatique. On a beaucoup travaillé sur la pandémie durant la dernière année, par exemple. Donc, on est quand même une fondation assez, je dirais, standard, si je pourrais le présenter comme ça. Mais on a aussi, je crois, fait une certaine évolution dans le temps, d'aller de plus en plus vers des approches plus proactives, stratégiques, justement dans les points que Sylvain nommait, c'est de combler des certains écarts qui pourraient exister. Tout dans cette réflexion-là de comprendre quel rôle la philanthropie peut jouer. Et je pense que pour notre fondation, on croit qu'on peut être important si on prend certains risques que d'autres institutions ne peuvent pas se permettre, parce que ça combler certaines problématiques qui ont une longue envergure, comme les changements climatiques, de mettre des acteurs ensemble. C'est vraiment la stratégie qu'on a mis de l'avant de plus en plus et qui vraiment m'aide à saisir à quel point la philanthropie peut vraiment être un acteur positif dans la société au large. Mais tout ça, c'était vraiment, ça fait partie de mon côté, je dirais, héritière. Et comme Sylvain aussi a nommé, il y avait aussi toute ma propre expérience plus personnelle. Donc, moi-même, j'ai étudié en environnement. Jusqu'à très récemment, je faisais des bilans de carbone. Je pourrais vous en parler longuement. C'est là plus vraiment mon champ d'expertise personnel. Mais ces deux mondes-là étaient pour moi très, très séparés. Et toute cette expérience de sortir du placard, je sais que ça peut paraître vraiment comique, peut-être à le dire comme ça, mais c'est quelque chose que moi-même j'ai vécu. Premièrement, je dirais que pendant longtemps, ma famille vit relativement modestement, comparément à ses moyens possibles. On n'a pas de yacht, on n'a pas d'avion privé ou quoi que ce soit. C'est juste une maison de banlieue assez normale. Donc, je réalisais même pas moi-même la situation. Puis ça a pu pris que mon père fasse un don à l'Université McGill de 10 millions, que j'ai un peu commencé à saisir l'ampleur. C'est vraiment juste en devenant adulte que j'ai vraiment compris l'ampleur de la situation. Et j'ai vraiment du début eu ce réflexe de cacher cette réalité. Mes amis n'étaient pas au courant, mes collègues de travail n'étaient pas au courant. Mais justement, avec mon implication avec la Fondation, j'ai eu cette réflexion que je ne pouvais pas continuer de vivre comme ça. Il fallait que j'assume un peu cette réalité-là et aussi la responsabilité qui vient avec. Donc voilà, c'est l'argent, je pense, dans plusieurs sociétés, c'est un tabou. C'était le cas pour nous aussi juste sur le point de vue personnel. Donc, c'est vraiment arrivé à ce moment, il y a juste, je dirais, il y a 2-3 ans, où j'ai décidé, OK, il faut que j'assume justement cette responsabilité-là et que je prenne position. C'est ça, j'ai décidé de ne pas retourner à mon ancien travail et vraiment de me dédier à temps plein sur ces enjeux. Et qu'est-ce qui m'a apporté un peu à faire ça?
évidemment, j'ai compris un peu sur le positif que la philanthropie peut jouer, mais j'ai aussi mieux compris les problématiques qui sont aussi liées à ça, en lisant ces livres que sûrement plusieurs d'entre vous sont familiers avec. Je ne vais pas les résumer pour vous, mais c'est juste plutôt l'idée qu'il y a des critiques qui sont très sérieuses et qui doivent être écoutées par rapport à la philanthropie et par rapport au rôle qu'on peut jouer. Donc, ça a alimenté mes propres réflexions, mais je pense aussi aide à alimenter la discussion plus large là, du secteur philanthropique. Puis c'est ça, un des enjeux là, que je soulève ou qui est important au moins pour moi et pour nombreuses autres personnes aussi, c'est la question des inégalités. Au Canada aussi, souvent, on a tendance à dire que c'est un problème des États-Unis. C'est pas quelque chose qui est aussi pire ici, mais au contraire, c'est quelque chose qui est assez sérieux et qui s'empire au Canada. Alors, le 1% des plus riches, dont je fais partie, détient plus d'un quart de la richesse, ce qui n'est pas normal, à mon avis. Et ce pourcentage de la richesse ne fait qu'augmenter avec le temps. On voit qu'au cours des 10 dernières années, les plus riches ont doublé, plus que doublé leur richesse, pendant que le reste de la société a resté stable ou a diminué. Donc, c'est des enjeux qui sont systémiques, qui ne peuvent pas, selon moi, perdurer dans le temps si on veut avoir une société qui est saine, hein, qui bénéficie de tout le monde. Ce n'est pas une question de dire que les riches sont des méchants, c'est une question de dire, OK, la situation, elle doit changer, puis c'est pour le bénéfice, je pense, de tout le monde si on a tous accès à un monde un petit peu plus juste. Et toutes ces revendications, on l'a vu au cours des 2 dernières années particulièrement, mais comme François Sylvain a démontré, les mouvements sociaux ont été absolument intégrales à l'évolution un peu de nos sociétés, que ce soit sur les droits civiques ou autres, pour qu'est-ce qu'on considère acceptable. Pour notre fondation en particulier, je dirais le mouvement des jeunes militants comme Greta Thunberg pour le climat a été absolument essentiel. En septembre 2019, il y avait un demi-million de personnes dans les rues de Montréal qui revendiquaient une transition juste, par exemple, mais aussi les mouvements de Black Lives Matter, il y a les mouvements pour les droits autochtones, il y a des événements, c'est ça, il y a les événements des dernières semaines, mais ça dure depuis longtemps, puis c'est une réflexion globale qui est vraiment mise de l'avant par les mouvements sociaux de grassroots qui présentent ces enjeux. Et souvent, la philanthropie n'a pas soutenu ces mouvements. Ou quand ils soutiennent, c'est un montant comme très, très, très peu comparé à ce que la philanthropie plus large fait. Malgré le fait que ces mouvements sont absolument essentiels si on va justement faire avancer la société. Donc, quel est le rôle? Un peu tout ça m'a amené à dire c'est quoi mon rôle en tant que personne riche? Et aussi en regardant autour de moi, je voyais qu'il y avait des organismes, des mouvements qui se posaient justement ces mêmes questions-là. Parce qu'en tant que personne d'une famille très fortunée, évidemment, on a bénéficié de tout ce système. Le système, on peut tous les nommer, de capitalisme, de patriarcal, de colonial, etc. On en bénéficie. Puis aussi, on a plus de pouvoir dans ce système à faire changer les choses dû au fait qu'on y bénéficie. Je vais parler un peu de ces différents cours-là, mais je vais juste soulever en premier celui qui est en bas à droite, là, qu'on appelle Circle. Ce n'est pas un groupe que vous allez trouver sur l'Internet parce que c'est un groupe privé qui a commencé au début de la pandémie de personnes de familles riches qui voulaient se mettre ensemble en communauté, justement, pour briser un peu l'isolement de cette situation-là, de personnes riches qui veulent faire les choses autrement, pour partager, c'est ça, leur histoire de sortir du placard, mais aussi passer à l'action. Alors, il y a aussi tout un volet plus éducatif, mieux comprendre la philanthropie, mieux comprendre comment on peut redistribuer notre richesse. Et pour moi, ça a été très transformateur. Ça m'a accompagné, j'étais déjà dans ces réflexions-là, mais je pense que tout cet aspect-là d'être en communauté est vraiment essentiel pour ce mouvement. Et tout ça apporte, c'est cette réflexion-là de racines, hein, de voir comment c'est des enjeux qui sont systémiques, mais si on veut vraiment changer les choses, il faut aller justement au système en dessous de ça. Je pense que la philanthropie souvent a le réflexe de
mettre des pansements sur les symptômes, ce qui est absolument aussi essentiel. Quand les gens ont faim, il faut qu'on a les moyens. C'est bien de financer des banques alimentaires, par exemple, mais les gens auront toujours faim dans l'avenir si on n'arrive pas à rechanger le système pour que la situation n'existe pas comme du point initial. Fait que c'est un peu cette approche-là qu'on préconise. Et pour moi, ça m'amène à, je dirais que c'est ça, les différents chapeaux que je porte maintenant. C'est un peu cette intersection de ces différents enjeux de la fiscalité, de comment mieux soutenir les mouvements sociaux, de comment faire la philanthropie autrement, qui m'interpellent. Pour moi, ils sont très interreliés. Alors voilà. Donc, la philanthropie autrement. Encore une fois, je ne veux pas parler trop longtemps sur ça parce que je pense que Sylvain a fait vraiment un bon résumé, mais je peux peut-être offrir rapidement mon takeaway, ma perspective sur ça. C'est vraiment la philanthropie de justice sociale. Je pense que ça se résume bien par ce concept de c'est pas la charité, c'est le changement. Alors, c'est comment qu'on peut carrément redonner notre pouvoir dans les prises de décision, comment on peut mieux soutenir les mouvements sociaux, le faire dans le long terme, rendre le processus plus accessible pour les redditions de comptes ou pour l'octroi des dons, par exemple. Puis quand on parle des mouvements sociaux, ça vient vraiment de ce principe que c'est les personnes qui sont les plus impactées, qui vivent les conséquences, qui sont les mieux placées pour comprendre vraiment les solutions. Alors, c'est des personnes eux-mêmes, c'est le par et pour qui dirigent les mouvements, qui dirigent les solutions, qui créent leur propre leadership et par ce fait aussi créer leur propre pouvoir. C'est beaucoup dans les dynamiques de pouvoir et qui peut aussi qui s'intègre dans un mouvement plus large. Encore une fois, parce que ces mouvements sont souvent très interreliés. Je voulais aussi faire une petite parenthèse pour parler d'un exemple de notre fondation. Donc, je parlais tantôt des mouvements de climat, des jeunes militants là, pour le climat, donc Greta, qui sont très, très, très présents au Québec. Il y a un grand mouvement, plusieurs acteurs qui s'insèrent. Et notre fondation cherchait, OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux appuyer ces jeunes pour éviter le burn-out et l'essoufflement? Et c'était un peu ce qui est ressorti, la création d'un hub pour la justice climatique et dont les solutions viennent vraiment du terrain des jeunes. C'est comme des ateliers, des unités de pratique pour s'échanger eux-mêmes, pair en pair, avoir du mentorship, justement pour que leur mouvement soit plus résilient. Et la fondation aussi, Sylvain aussi en a parlé, fait partie du collectif des fondations. Moi-même, je me suis impliquée davantage il y a 1 an. Je suis sur le comité de coordination présentement. À ses origines, c'était vraiment l'idée de contrer un peu le narratif de l'austérité que le gouvernement mettait de l'avant. Mais avec le temps, c'est vraiment aussi devenu un espace de réflexion pour les fondations pour voir comment est-ce qu'ils peuvent être eux-mêmes cohérents pour la réduction des inégalités par rapport à ses propres pratiques. Ça, c'est pour l'octroi des dons, la prise de décision, leur fondation et le outcome final un peu de cette réflexion-là, c'est des déclarations d'engagement que les fondations vont faire pour justement s'engager à faire les choses autrement, avec cette vue-là plus globale après cette démarche de réflexion. Puis je pense que ce qui est unique aussi, c'est que justement la démarche a été faite par tout le collectif ensemble, qui représente plus d'une 15aine de fondations. Donc c'est vraiment, puis c'est toutes sortes de fondations, des petites, des fondations publiques et privées. Alors c'est ça qui je pense, qui est particulier de cette initiative. Et tout ça, ça s'insère vraiment, selon moi, dans un mouvement. Et encore une fois, c'était peut-être au début des fondations très alternatives qui mettaient ça de l'avant, mais ça devient de plus en plus mainstream, je dirais. Des grosses fondations aussi mettent en place ces pratiques comme les pratiques participatives pour les prises de décision, comment mieux partager le pouvoir. Alors ici à l'écran, il y a des guides, des ressources, des organismes qui soutiennent les fondations qui veulent aller dans cette direction-là. Puis pour donner quelques exemples un peu concrets, un exemple de peut-être par et pour qui ont émergé au cours des 2 dernières années au Canada, c'est 2 fondations, une pour les peuples autochtones, puis l'autre les communautés noires au Canada, qui sont vraiment entièrement par et pour. Alors les fondations comme la mienne, on ne fait que donner de l'argent à ces fondations-là, et puis c'est eux entièrement qui le prennent en charge, qui font leur propre
octroient des dons, justement avec cette optique que c'est eux qui connaissent eux-mêmes leur communauté qui vont pouvoir mettre de l'avant les bonnes solutions. Et les autres exemples que je voulais mettre de l'avant, c'est ce que des fois on appelle des intermédiaires de justice sociale. Alors, c'est vraiment des fonds aussi qui sont par EPA, mais qui visent plus spécifiquement comment mieux appuyer les mouvements sociaux, alors des mouvements plus militants, des mouvements que les autres, qui sont non finançables, que les autres ne peuvent soutenir, justement pour mieux partager le pouvoir, mieux faire avancer ce dialogue. Et moi-même, je suis dans le début d'une réflexion, d'un travail pour idéalement établir un intermédiaire ici au Québec que je fais en collaboration avec d'autres personnes vraiment du milieu ici, parce que justement, ça ne serait pas à moi de décider comment établir comme ça, parce que je suis une madame blanche, riche, alors je ne connais pas nécessairement les solutions, mais mon objectif, c'est de déployer cet argent en essayant de minimiser le mal que ça pourrait faire. Alors vraiment le faire avec un esprit de collaboration, d'humilité et tout. Alors, tout ça, ça m'amène un peu aussi à les questions de justice fiscale. Alors, j'ai parlé beaucoup des mouvements sociaux, comment la philanthropie peut déployer ses ressources, son pouvoir pour appuyer ces mouvements, mais ça ne revient pas à la question de pourquoi est-ce que certaines personnes ont accumulé autant de richesses. Et justement, pour moi, en tout cas, l'analyse est relativement simple. C'est un enjeu systémique. Alors, il faut une solution systémique et la fiscalité, c'est un outil absolument essentiel. C'est peut-être pas le seul pour comme, corriger les inégalités qui sont flagrantes, mais c'est un outil qu'on ne peut pas mettre de côté. Donc, dans ça, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Ressources en mouvement, hein, qui travaille notamment dans la fiscalité, mais ce n'est pas seulement ça. Hein, c'est un peu la version canadienne de Resource Generation aux États-Unis. Alors, on a des jeunes de privilèges à travers le Canada. Il y a tout le volet plus éducatif, aussi communautaire, hein, justement pour briser l'isolement, pour faire des partages, pour un peu désapprendre. J'aimais l'image que Sylvain avait mis avec les deux personnes, puis comprendre comme « Ah, la personne a du succès, mais c'est quoi vraiment qui est derrière ce privilège-là? » C'est toute cette réflexion-là. Mais aussi passer à l'action, justement, en redistribuant de l'argent à des mouvements et la campagne de fiscalité. Donc, ici, je mets un exemple. Si on avait une pétition, on parle avec des politiciens, on essaie d'utiliser notre accès au pouvoir de cette façon-là. On fait aussi énormément de médias. Je pense justement à cause qu'on est un narrateur comme inattendu, on a plus facilement accès à des médias pour parler de ces enjeux. Et aussi, on fait par exemple partie d'une campagne plus large avec plusieurs autres acteurs, des ONG, des syndicats, des centres de recherche pour parler des inégalités. Aussi, c'est ça, je voulais juste brièvement mentionner Patriotic Millionaires, qui est un organisme qui a été basé aux États-Unis, mais qui a aussi évolué beaucoup dans le temps. Au début, c'est très le focus sur la taxation. L'été passé, ils ont fait une approche pour recueillir des signataires vraiment à travers le monde, plus d'une centaine de personnes, dont moi et ma sœur, on avait signé une lettre, la même lettre qui est apparue dans la presse ici. Et ça, tout récemment, ils ont un chapitre qui a été basé au Royaume-Uni. Donc, encore une fois, ça grandit. Il y a un certain élan, je crois. Puis pour la question, est-ce que c'est juste en Amérique du Nord? Non. Il y a un nouveau groupe qui s'appelle Millionaires for Humanity, avec lequel je suis aussi impliquée, mais qui a des membres à travers le monde, beaucoup, je dirais surtout en Europe, avec aussi une présence médiatique assez internationale. Évidemment, ça a une certaine envergure. Je pense que les gens, surtout avec la pandémie, voient que les inégalités ont des conséquences. L'administration Biden met de l'avant des positions assez substantielles, je dirais. Il y a eu l'entente du G7. L'autre chose que je voulais juste noter rapidement, c'est pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un nouvel article de ProPublica qui ont réussi à mettre les mains sur les relevés d'impôts des 25 plus riches américains sur comme plusieurs années, qui démontrent que ces personnes-là ont payé des fois $0 ou comme très en termes de pourcentage. Puis justement, c'est pas pour dire que ces personnes-là, c'est des méchants, ils n'ont pas brisé la loi, ils ont fait toutes les choses que l'armée justement d'avocats et de comptables ont suggéré. C'est vraiment une question du système. Alors, c'est pas une loi de la nature, c'est quand même un choix de société. On pourrait faire les choses autrement. Et je crois que les personnes dans ma position de presse, on a
une responsabilité de prêter main forte pour changer un peu le dialogue. Alors voilà, c'est un peu sur ça que je voulais terminer. Alors encore une fois, pour moi, c'est un parcours, hein. Je suis encore en train d'apprendre. C'est un apprentissage en continu. C'est aussi une évolution, je pense, personnelle. Hein. Des fois, ça peut paraître, c'est justement les mots, les héritiers rebelles, traiteurs de classe, c'est des mots assez comme choquants. C'est vrai que c'est un processus. Puis moi-même, je pense que j'ai commencé à l'étape plus d'être en déni et pas vouloir faire ça, en apprentissage, et maintenant je me sens plus en mode d'intégration, understanding, mais ça continue. Puis aussi, c'est ça, j'aimais la citation que j'ai vue hier, là, de quelqu'un que j'ai eu la chance de voir en présentation pour dire que c'est pas une question de juste distribuer l'argent, mais de voir pourquoi est-ce que les conditions sont là dans le premier lieu. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous. Merci. Merci beaucoup, Sylvie, pour votre présentation, effectivement très, très riche parce que à la fois très personnelle, mais en même temps, vous avez réussi à connecter ça avec, avec des démarches plus collectives. Donc, je trouvais ça intéressant voilà, de combiner les deux et de voir comment les deux se mélangent. Alors, on a maintenant un petit peu de temps pour poser des questions à la fois à Sylvie Trottier qui vient de s'exprimer, éventuellement d'autres questions pour Sylvain Lefebvre et voir des questions pour les deux, si vous en avez. Donc, vous pouvez, comme vous le savez, utiliser le chat pour entrer vos questions. On a un œil dessus. J'en profite pour dire que nous avons posté des ressources dans le chat. Si vous voulez aller plus loin, on a un certain nombre de liens qui vous ont été communiqués à la fois à la suite de la présentation de Sylvain Lefebvre et celle de Sylvie Trottier. Donc, vous avez voilà, des liens Internet pour aller plus loin et voilà, des ressources que vous pourrez consulter peut-être après la présentation. Mais voilà, on a un peu de temps, encore à peu près une vingtaine de minutes, puisqu'on terminera vers 14h45 pour engager une discussion avec nos deux intervenants, que je remercie encore d'avoir fait ces deux présentations. Alors, je me tourne vers mon écran. Je vois Caroline qui a une nouvelle question. Je vois, attendez, excusez-moi. Allez-y, Caroline, la parole est à vous, puisque vous êtes la première. Bon, je repose une question. Oui, c'était une question pour Madame Trottier. Je me demandais, est-ce que dans cette réflexion que vous avez, vous personnellement, et puis aussi avec peut-être d'autres héritiers, d'autres grands donateurs potentiels, est-ce que ça sort des frontières est-ce que vous êtes plutôt du coup sur le Québec, sur le Canada? Est-ce que vous réfléchissez à ces sujets-là en dehors des frontières ou du coup c'est très local comme réflexion pour transformer plus la partie directe de votre environnement? Sylvie, vous voulez répondre tout de suite? Est-ce que vous voulez dire, oui, est-ce que vous voulez dire par rapport à la fiscalité ou la question plus large? Les deux, en fait. Déjà sur l'impact, sur les causes sur lesquelles vous vous engagez, est-ce qu'elles sont plutôt locales dans votre tête, dans votre souhait d'avoir vraiment de l'impact, ou est-ce qu'elles peuvent être en dehors des frontières? Et après, le sujet de la fiscalité aussi, du coup, sur quel environnement vous vous battez un peu, en tout cas, vous réfléchissez? Oui. Ben pour moi, c'est une bonne question. Je dirais que pour ma propre réflexion, c'est surtout local. Oui. Pour la question des mouvements sociaux, parce que justement, je pense que les différents mouvements sont très ancrés dans leur propre réalité qui est différente d'une place à l'autre. Et surtout, c'est le cas pour le Québec, qui est très différent du reste de l'Amérique du Nord. C'est par là que moi, je réside. Et aussi, je pense que comparé aux États-Unis, où il y a beaucoup plus de soutien pour les mouvements sociaux, c'est moins présent au Canada et surtout au Québec. Donc, c'est un peu par là qu'il faut peut-être commencer par quelque part. Mais je pense aussi que ça s'insère dans tout un mouvement international. Donc, dans mes réflexions,
dans les échanges que j'ai eus, je le fais avec des personnes des États-Unis. Je fais partie d'un groupe aussi qui est international avec beaucoup de personnes d'Europe où on peut entendre les expériences des autres, apprendre des autres. Voilà. Je pense que ce genre de pouvoir de modèle, on fait quelque chose, puis là, on est un modèle aussi pour les autres. C'est un moyen de faire avancer les choses. Et c'est ça. Et pour la fiscalité, mais évidemment, c'est pour la majorité des démarches, c'est très local ou fédéral, je dirais, parce que c'est là où les impôts se passent, mais il y a des enjeux comme le G7, là, les taux minimum d'imposition pour les internationales qui s'installent. Mais c'est surtout au Canada qu'on se concentre. OK, merci beaucoup. Merci pour cette question, Caroline. Je vais donner la parole à Louisie. Alors, je ne sais pas si votre nom de famille, votre prénom. Olivier, je crois. Olivier, c'est ça. Allez-y. Vous allumez votre question pour Mme aussi, par rapport à l'aspect fiscal. En fait, j'ai comme l'impression que cet acte de bonté de pouvoir mettre en place un système d'impôt mondial à travers la philanthropie, puisque c'est la petite musique qu'on a dessinée, comme le disait un petit peu Madame Laine, c'est avant tout passer par la philanthropie pour imposer une justice fiscale, qui en fait, c'est comme ça que l'impôt sur le revenu est arrivé dans le monde, parce qu'il est imposé par l'histoire de Robin des Bois. Il faut prendre aux riches pour donner aux pauvres, alors qu'on devrait plutôt axer sur l'éducation. Et donc, quelle est votre question, monsieur? C'est une remarque plus qu'une question, c'est ça? Voilà, c'est une remarque, mais c'est une question. Est-ce que ce ne serait pas de travailler plus sur un levier d'éducation financière que de passer par l'impôt? Et merci. Et j'ai une question qui va exactement dans le même sens, que je me permets de relayer, puisque je l'ai eu en fait en message privé de la part de Mathilde, qui a une panne de micro et qui ne peut pas donc s'exprimer. Je vous relais la question, donc elle est à la fois pour vous, Sylvie et Sylvain, tous les deux. Pourquoi les héritiers rebelles font-ils plus confiance à l'État pour la redistribution de l'argent via l'impôt plutôt qu'à elles-mêmes ou qu'à une simple obligation légale de donner? Rien ne garantit que face à un afflux d'argent, l'État financera effectivement des causes sociales. Ça pourrait aussi financer la dette, les achats d'armes, etc. Donc pourquoi cette confiance finalement dans les États via l'impôt pour régler les problèmes qui ont été pointés du doigt très justement. Comme ça va un peu dans le même sens, je me permets de la poser aussi à ce moment-là. Sylvie, peut-être, et puis Sylvain ensuite, si vous voulez réagir. Oui, non, c'est une question, je pense, qu'on reçoit souvent, surtout aussi d'autres personnes riches. Je pense qu'il y a justement une peur de justement que le gouvernement va gaspiller l'argent, ne va pas l'utiliser de la même façon qu'eux-mêmes l'auraient utilisé, que les riches peut-être savent mieux comment utiliser l'argent pour faire avancer les causes qui leur sont chères. Mais encore une fois, pour moi, c'est simple là, comme réflexion, mais nous sommes dans une démocratie. Je ne pense pas que les personnes de fortune devraient avoir le choix ou non de participer à cette démocratie qui fait, dont payer des impôts en fait une partie importante. Et puis que c'est un choix démocratique. On peut, des fois, moi-même, je suis frustrée souvent avec le gouvernement. Tout le monde a été frustré avec la pandémie par certains choix, mais il faut qu'on y contribue. Je pense qu'il y a différents volets, mais il y a un volet qui est justement en ayant un système d'imposition plus juste. Les inégalités eux-mêmes vont la croissance va diminuer. Je pense que soit en soi, ça a une question de justice qui est suffisante, mais évidemment, cet argent-là peut aussi être utilisé pour financer des programmes sociaux dont nos sociétés ont besoin. On fait face à des crises immenses, dont la crise climatique. On a besoin des moyens pour le faire, et justement, nos sociétés sont assez riches pour payer pour ces programmes. Je pense que l'éducation, évidemment, en fait partie, mais si on veut que l'éducation soit plus accessible pour tous, il faut que les gouvernements aient les ressources pour le faire. Ouais. Voilà. Merci Sylvie. Sylvain, je ne sais pas si une réaction. Oui, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question d'Olivier, mais
dans ma compréhension, là, du point de vue historique, la naissance de l'impôt sur le revenu, c'était plutôt les États qui ont levé des impôts pour le financement notamment de l'effort de guerre pendant la Première Guerre mondiale. Ce n'est pas tellement la philanthropie qui a imposé quoi que ce soit, même si vous avez raison là-dessus sur le fait qu'on a créé l'impôt sur le revenu et en même temps, on a créé les incitations fiscales pour les dons dans la plupart des pays en même temps. Et dans les deux cas, c'était l'État qui voulait lever des fonds par l'impôt et par la philanthropie. Dans un cas, c'était l'effort de guerre, l'autre, c'était le soutien aux populations localement. Donc, dès le début, en fait, il y a un lien entre aussi la manière dont l'État sollicite la philanthropie et donc, il y a un entrelacement un peu toujours, en fait. Ce que je veux dire, c'est que dans les années 70, il n'y a pas du tout ce côté dans les écrits que j'ai consultés et des témoignages, il n'y a pas du tout ce côté de confiance en l'État. Au contraire, hein, c'est l'État qui mène la guerre, qui fait la guerre au Vietnam, c'est un État répressif, donc il n'y a pas du tout cette confiance par rapport à l'État, même dans les politiques sociales. C'est vraiment cette thématique-là, moi je la vois apparaître au moment d'Occupy Wall Street, et notamment de la question qui n'est pas tant une question de confiance en l'État qu'une question de payer sa juste part. Ce qui est deux choses différentes. Et sinon, je rejoins tout à fait, Sylvie le dit très bien, c'est-à-dire que la question, c'est plutôt est-ce que l'arbitraire du don doit être un arbitraire de l'impôt? Est-ce que j'ai envie de payer un impôt ou pas? C'est évidemment une position qui paraît intenable pour les gens de ce courant-là. Et sur le trade-off, c'est-à-dire le côté, je ne paye pas d'impôt, mais je vais donner par le biais philanthropique pour compenser, et c'est de l'argent mieux investi. Bon, le lien que Sylvie a partagé, l'enquête de ProPublica, est vraiment auprès de gens justement qui tiennent ce discours-là, et des fois avec des ambiguïtés, comme Warren Buffett qui dit que ce serait bien que les riches payent plus d'impôts, mais là, le rapport montre qu'il a payé moins de 1% sur l'ensemble de ses revenus et de son capital dans les dernières années. Et donc, si on compare, en gros, ce que ces gens-là donnent par rapport à s'il y avait un impôt, imaginons même de 15% plutôt que de 1% par rapport à ce qu'ils payent, c'est des montants qui n'ont aucun rapport en termes de volume entre le don et entre le circuit fiscal. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de revenus. Et puis voilà, après, c'est une question de la place que l'on a dans le choix de l'attribution entre la philanthropie et l'impôt, de choisir où l'argent va selon ses propres sensibilités versus faire partie d'un effort de solidarité collective. Mais les réseaux sur lesquels j'ai travaillé sont plutôt très méfiants par rapport à l'État. C'est deux choses différentes de participer à l'effort collectif et de faire confiance à l'État dans ses choix de soutien à telle ou telle politique publique, et ils ne se gênent pas souvent. Ce qui est très particulier, le collectif des fondations, et Sylvie l'a dit, hein, quand il naît pour faire une tribune pour reprocher l'austérité budgétaire au gouvernement québécois et pointer les effets en termes d'inégalité de ces choix d'austérité budgétaire. Donc, ce sont des fondations publiques, mais aussi des fondations privées, qui disent à l'État, en gros, l'État social doit être plus fort. Donc là, on se trouve complètement à front renversé par rapport aux partitions du monde social auquel on a l'habitude. Merci. Il y a quelques questions dans le chat. Ouais. Vas-y, alors c'est comme tu veux, Anne-Claire, tu peux les dire ou je les dis comme tu veux. Il y a une question d'Elisabeth sur la justice fiscale. Vous heurtez-vous à des groupes d'autres personnes riches qui y sont totalement opposés? Et est-ce plutôt porté par la nouvelle génération? Peut-être Sylvain, si tu veux répondre avec un regard, c'est-à-dire un peu systémique. Ah bah oui, du point de vue systémique, je pense qu'effectivement, le poids des groupes, et qui ne sont pas tellement, j'allais dire, je ne suis pas sûr que ce soit des héritiers qui luttent pour le maintien de privilèges fiscaux. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres entreprises, d'intermédiaires, enfin oui, il y a tout plein de groupes, effectivement, qui luttent pour que la fonction fiscale ne soit pas plus importante, et des groupes beaucoup plus nombreux et plus organisés que les quelques réseaux d'héritiers rebelles, ça c'est à peu près sûr. Après, je ne sais pas si dans les discussions, Sylvie, si vous avez été interpellé par d'autres réseaux directement, ça je ne sais pas. Oui, mais je sais, jusqu'à date, mon expérience a été largement positive. Hein. Je n'ai pas encore reçu de dialogue très méfiant par rapport à ça, même de d'autres personnes. Quand j'ai fait certaines sorties publiques, d'habitude, je reçois des courriels positifs, même de personnes que j'aurais peut-être pensé ne seraient pas d'accord avec ce point de vue, mais peut-être c'est parce que les gens qui ne sont pas d'accord ne m'envoient pas de courriel, jusqu'à date en tout cas.
Mais oui, mais je pense que comme Sylvain l'a dit, là, on essaie de faire un contrepoids, justement parce que souvent dans le narratif public, on pense, ah, mais les riches seraient jamais d'accord, ils vont déménager de pays, ils vont cacher leur argent. Au moins, on peut dire, mais il y a un contingent assez important qui revendique et qui disent, en fait, payer nos impôts, les taxes, c'est quelque chose dont on peut être fier de faire, pas quelque chose à éviter à tout coup, un peu l'inverse de cette discussion. Et puis, c'est ça. Je pense sur le sujet, sur la question générationnelle, Sylvie, est-ce que vous observez que vous êtes plutôt dans les réseaux que vous évoquez, entouré de jeunes de votre âge, ou est-ce qu'il y a aussi des générations très diverses impliquées dans le mouvement? Oui, mais je pense que c'est certainement, il y a sans doute un aspect générationnel hein, de personnes plus jeunes. Je pense que c'est peut-être le plus grand nombre de personnes, mais au Canada et au Québec, au moins, je dirais qu'il y a eu certaines sorties publiques, des éditoriaux qui ont été écrits par des personnes de génération plus âgées que la mienne, qui ont revendiqué la même chose. On veut payer notre juste part, regarde, les inégalités sont très larges. C'est pas bon pour la société, c'est pas bon pour les riches non plus. Tout le monde va bénéficier si tout le monde a accès justement à l'éducation, à la santé, etc. C'est quelque chose qui est devient évident. Puis la dernière chose que je dirais aussi, c'est que si on regarde les sondages là, sur cette question, c'est comme la grande majorité au Canada, c'est comme autour de 80% des personnes à travers tous les âges, à travers toutes les parties du pays, à travers toutes les idéologies politiques et même à travers les classes de richesse. Hein, les sondages ont été faits. C'est populaire. Peut-être si je peux compléter, Anne-Claire, je pense que ce qui est un élément, c'est une hypothèse qu'on peut faire, mais je pense qu'elle est assez fondée, c'est qu'il y a une différence entre, j'allais dire, les gens qui ont accumulé de l'argent, qui ne sont pas des héritiers, justement. Dans les héritiers, il y a la question, justement, de la légitimité de cet argent accumulé, et on voit bien qu'il conduit à des réflexions sur qu'est-ce que je mérite et qu'est-ce qui a été produit par la société, etc. Et qui est assez différent des gens qui sont les premiers à avoir accumulé l'argent par eux-mêmes. On peut penser aujourd'hui, à l'époque, que ce soit des barons voleurs ou qu'aujourd'hui on pense aux Musk, Zuckerberg, où ils sont les premiers, en fait, ils sont la génération qui a créé et où du coup, ils vont plutôt dire, tout l'argent ne va pas aller à mon enfant, ou ça va être une fondation comme Gates, une fondation limitée dans le temps, ou ça va être d'autres questionnements, mais ça ne va pas passer par la question de la taxation et de ce que je dois à la société. Il y a quand même ce côté, j'ai créé cet argent, donc je mérite de choisir où il va, donc y compris créer une fondation où je donne tout mon argent dedans, alors que les héritiers rebelles, c'est plutôt la réflexion sur donc ce mécanisme de l'impôt, je vois plus chez les héritiers y compris dans la nouvelle génération, sur ceux qui ont créé la fortune eux-mêmes. Merci beaucoup. Avant de peut-être redonner la parole à Julie qui a levé la main, il y avait une question un peu plus ancienne dans le chat de Pierre Arnold qui se posait la question du caractère finalement politique de la philanthropie. Il se pose la question, est-ce que le rôle de la philanthropie doit être justement très proche d'un engagement politique ou est-ce qu'au contraire, ce n'est pas plutôt le rôle de la philanthropie d'agir de manière indépendante de la sphère politique et d'exercer son action finalement là où les États ne sont pas encore là. Est-ce que ça vous inspire quelque chose, Sylvain ou Sylvie? Je peux juste commencer, après je sais pas, la Sylvie, et ça c'est la vieille histoire de la philanthropie. Enfin, on parlait du bouquin d'Olivier Zins, il explique bien que depuis un siècle, c'est le questionnement de c'est quoi les frontières. Ce débat-là, il est posé par l'État, c'est quoi les frontières dans les règles de jeu entre la bienfaisance, au Canada on dit la bienfaisance, entre la bienfaisance et le politique. Dans tous les États, il y a ce questionnement sur ces frontières. Donc ça, c'est pas strictement lié à ce courant-là philanthropique, on le retrouve à peu près c'est un enjeu du champ philanthropique plus largement, je dirais. Oui, c'est ça. Je peux juste renchérir en disant que pour des questions de plaidoyer, mais pour ce qui est des mouvements sociaux, je pense que dans la perspective que moi j'apporte, c'était que ces prises de décision-là, c'est au mouvement citoyen de le faire et nous, notre rôle, c'est simplement de les appuyer, mais après ça, c'est à eux de voir quels enjeux qu'ils veulent revendiquer de façon plus précise. Mais évidemment, il y a cette dualité-là. Je pense que
au moins ici, on voit beaucoup de fondations qui sont très frileux par rapport à faire prendre des prises de position publiques particulières. Pour notre fondation familiale, à cause qu'on travaille beaucoup sur la crise climatique, ça va de soi qu'il y a certains éléments où c'est qu'on soutient des groupes qui plaidoient pour une taxe sur la carbone, des réglementations. C'est un enjeu systémique, alors il faut qu'on soutienne les groupes. C'est pas nous qui créons les solutions de notre tête, c'est basé dans les réalités des chercheurs, des groupes citoyens, des ONG, etc., qui revendiquent c'est quoi les solutions justement qui sont basées dans la science aussi. Merci Sylvie. Dernière question peut-être pour Julie, rapidement, allez-y. Alors, une courte question. Je ne vois pas ce qui empêche aujourd'hui la plupart des grands philanthropes de se maintenir dans le 1% et de ne payer, de ne pas avoir une justice fiscale. Il suffirait simplement qu'ils arrêtent leur montage financier et qu'effectivement, ils déclarent exactement ce qu'ils gagnent pour payer un impôt complet. Donc là, on peut se poser une question d'une forme d'hypocrisie, on va dire que ce soit Warren Buffett ou d'autres. Effectivement, il suffit simplement qu'ils arrêtent des montages financiers ou de l'optimisation fiscale diverses et variées. Donc voilà, là, c'est la question que je me pose, c'est celle-là. Et d'autre part, c'est effectivement, compte tenu du poids financier, s'ils payaient l'impôt comme tout le monde, ou 15% minimum, ne pourraient-ils pas justement exiger, grâce à leur poids, que pour l'ensemble des gens qui payent des impôts, une forme de regard sur nos impôts, à quoi ils servent, et qu'on ait une forme de décision, permettre une décision aux gens qui payent leurs impôts, une sorte de maîtrise sur leurs impôts, de façon effectivement à lutter, on va dire, contre des dérives ou les inégalités qui sont dues à la façon dont l'État gère, on va dire, les impôts, en donnant, on va dire, toujours aux mêmes et peut-être en favorisant certains systèmes qui sont un petit peu viciés aujourd'hui. Merci Julie, ça me fait effectivement penser à l'ouvrage de Peter Sloterdijk sur Repenser l'impôt qui posait un peu ce genre de questions. Peut-être ça peut être le mot de conclusion de Sylvain et Sylvie, soit en réaction à cette question voilà, finalement, est-ce qu'il ne s'agit pas d'appliquer les lois qui existent déjà pour appliquer la justice fiscale, et puis peut-être un mot de conclusion sur voilà, comment vous voyez les choses peut-être sur là où vont les prochaines réformes aux États-Unis, au Canada ou en Europe sur la fiscalité. Sylvain et puis Sylvie, ça sera peut-être votre mot de la fin. Je pense qu'il relie tout ça, c'est la question en fait de l'arbitraire du don, qui fait à la fois sa beauté, parce que personne n'est obligé de donner, donc il y a une beauté dans le don, mais il y a le côté de l'arbitraire et de choisir les causes, et c'est aussi la violence du don, l'arbitraire du don. Et ce que questionne au fond la philanthropie de changement social, les héritiers rebelles, etc., c'est cette question de l'arbitraire du don et de ce à quoi en fait ces gens-là ne nient pas que la philanthropie ne doit pas avoir un rôle. Et ce qu'ils nient, ce qu'ils remettent en question, c'est la part de cet arbitraire et comment ça se fait que des gens qui ont énormément d'argent, qui ont déjà beaucoup de privilèges, pourraient avoir un arbitraire de changer les lois dans un sens ou dans un autre, selon leurs propres décisions, décider de payer d'impôts ou de ne pas payer d'impôts. Donc, c'est ça qui remet en question, c'est de refaire un périmètre de légitimité en fait, de la philanthropie. Et dans ce périmètre-là, qui est de dire je choisis, il y a ce que je dois payer par l'impôt, qui est une base importante, et après ce que je choisis de contribuer à la philanthropie, il y a qu'est-ce qui relève de ma décision et qu'est-ce qui relève du fait que j'implique dans le choix les populations que je veux soutenir. Et donc, ce n'est pas juste mon arbitraire dans la décision de mettre l'argent ici ou là, mais c'est que j'intègre ces populations-là, les donataires, à la place du choix du donateur. Et donc, c'est ça qu'ils remettent en question et qui est à la base de toute réflexion. Et pour moi, en fait, ça permet d'être c'est un traceur et un révélateur d'un ensemble d'enjeux dans tout le champ philanthropique. C'est pour ça que je m'intéresse à ce courant-là. C'est que les questions qu'il pose, en fait, sont des questions très dérangeantes parce qu'elles font sursauter le reste du champ philanthropique, parce que ça met en exergue ces présupposés-là autour de cet arbitraire. Voilà. Je peux dire en conclusion. Merci beaucoup, Sylvain. Sylvie, c'est à vous pour le mot de la fin. Oui, je trouve que Sylvain a très bien résumé ça, mais justement, je pense que c'est justement ça, que ça ne devrait pas être un choix personnel pour les personnes riches de payer ou pas leurs impôts ou de le faire de façon volontaire. Moi, je vais
au cours de ma vie, m'organiser justement quand les avocats me mettent devant moi des choix, de faire en sorte que je paye plus d'impôts que je pourrais autrement, tout en suivant évidemment toutes les lois qui existent. Là. Mais je ne pense pas que ça devrait être juste quelques personnes individuelles qui le font. On ne va pas changer les choses de cette façon-là. Il faut que ça soit dans le système. Justement, pourquoi je m'implique dans des groupes qui revendiquent une fiscalité plus juste, parce que ça serait pas au choix de Warren Buffett ou l'équivalent au Canada de le faire ou pas. Et ça va dans la même, je pense, longueur d'onde, justement, par rapport à la philanthropie aussi. Hein. Ça ne devrait pas être nous qui disons on fait un don parce que c'est notre intérêt personnel à ci ou ça, mais ça devrait vraiment venir des besoins qui sont identifiés par les gens qui vivent eux-mêmes ces enjeux critiques. Merci beaucoup Sylvie et Sylvain pour vos présentations. Il est temps de vous remercier tous. Je vais laisser la parole à Anne-Claire, ma collègue, pour conclure cette 41e édition. Très, très rapidement, un grand merci à nos deux intervenants. Les feedbacks dans le chat confirment le grand intérêt de à la fois du sujet et l'intérêt des questions qu'il soulève. Moi, j'ai juste quelques infos à vous passer. La première qui est de vous rappeler que la chaire philanthropie de l'ESSEC fête ses 10 ans cette année, puisqu'elle a été créée en 2011. On avait prévu un bel événement le 2 juin dernier qu'on a annulé du fait des conditions sanitaires, mais il est reporté le 1er décembre prochain au Grand Palais. Et donc, voilà, notez la date dans vos agendas. Les invitations officielles ne partiront qu'à la rentrée, mais en tout cas, on espère pouvoir vous accueillir dans ce cadre-là, fêter la 10 années de recherche sur la philanthropie et partager avec vous nos réflexions sur l'avenir. Vous avez dû, les uns et les autres, recevoir à ce titre une newsletter qu'on a envoyée il y a quelques jours, qui annonce la création de notre comité scientifique et qui voilà, partage un petit peu les premiers éléments de ce bilan de 10 années de vie pour la chaire. Je crois que Gaëtan va mettre le lien vers cet édito dans le chat pour ceux qui n'auraient pas pu le voir par mail. Ceux qui aimeraient être inscrits sur le mailing list de notre newsletter, n'hésitez pas à, pareil, dans le chat, nous mettre votre mail ou à contacter l'un de nous par mail pour vous inscrire. Et puis, on va continuer évidemment les Lunch and Learn à partir de la rentrée. Le prochain n'est pas encore complètement finalisé, mais voilà, surveillez vos boîtes aux lettres en septembre et vous aurez une nouvelle invitation pour le début de l'année. Un grand merci pour votre présence et à très vite. Merci à tous, merci à nos invités. Et n'hésitez pas aussi à découvrir nos podcasts et à aller sur notre compte Twitter pour être au courant de toutes nos actualités. À bientôt. Merci à tous. Et merci à vous. Sylvain, Sylvie, vraiment.